Mesdames, Messieurs, bien bonsoir. Elles font 51% de la population béninoise. Elles sont au cœur de l'activité économique. Les femmes au Bénin sont aujourd'hui un capital humain, base du développement économique. Elles constituent un intrant indispensable à la croissance économique. C'était donc à juste titre que le docteur Massim Winato, représentant résident ONU Femmes Mali et président de l'ONG FINAFA au Bénin, affirmait dans les colonnes de Bamako Hebdo en mars 2015 qu'entre l'homme et la femme, il faut célébrer la complémentarité. Nous avons d'ailleurs l'honneur de le recevoir sur notre émission, votre émission. Nous allons échanger durant 26 minutes sur le thème femmes et croissance économique. Je rappelle que Massim Winator est économiste et sociologue. Massim Winator, bonjour. Bonjour. La première question que je vais vous poser, c'est par rapport à ONU Femmes. Qu'est-ce que c'est ONU Femmes? Merci. ONU Femmes, c'est l'agence des Nations Unies dédiée exclusivement à la femme, à la promotion de la femme, à la promotion du statut de la femme dans un contexte genre. Et le contexte genre, c'est un contexte qui inclut forcément l'homme, étant entendu que la plupart des problèmes des femmes ne peuvent être résolus qu'avec la contribution des hommes, étant entendu que c'est des problèmes qui poussent à la croissance du pays. Je rappelle que vous êtes dans votre pays pour des activités concernant votre ONG, FINAFA, des activités par rapport toujours à la femme. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous allons parler dans notre émission, l'émission de ce jour, nous allons parler de croissance économique, femmes et croissance économique. Dans le contexte économique béninois, quelles sont les orientations stratégiques du développement national? Merci, c'est l'ONG ENAFA. ENAFA, merci. Voilà. Donc le Bénin, depuis un certain temps, s'est engagé dans une orientation libérale. Cette orientation, pour dire la vérité, a été décidée au cours de la conférence nationale des forces vives de la nation. Tout à fait. Et elle a été appliquée à différents niveaux par les différents gouvernants qui ont exercé le pouvoir d'État au Bénin. Mais plus proche de nous, nous avons donc actuellement le gouvernement d'aujourd'hui qui a une orientation encore plus libérale. Et il faut comprendre ce que ça signifie. L'économie libérale, que l'on appelle beaucoup plus aujourd'hui néolibérale, dans lequel l'État a une orientation assez forte pour donner du contenu social à l'activité économique, puisque ce n'est plus le laisser-faire et la main invisible qu'il y avait dans l'économie libérale initiale, mais néoclassique. Mais l'économie libérale d'aujourd'hui, c'est une économie dans laquelle l'État apporte un certain nombre de conditions. Je peux d'ailleurs peut-être donner quelques éléments qui permettraient aux téléspectateurs de comprendre. La première chose, c'est le rôle de l'État, comme je le disais. Donc l'État crée les conditions pour permettre au secteur privé d'opérer. Vous avez dû entendre parler de PPP, les partenariats public-privé. Vous avez dû entendre parler du BOT, Build, Operate and Transfer, dans lequel le secteur privé apporte du capital, non pas en tant qu'impôt dans la fiscalité, dans la douane, etc., mais apporte du capital frais d'investissement. Alors, ce qui se déduit automatiquement de ça, c'est premièrement la qualité des infrastructures qui sont construites, étant entendu que ces infrastructures ne sont plus seulement l'œuvre de l'État, mais plutôt l'œuvre d'un partenariat entre l'État et le secteur privé. Donc les études qui doivent se faire donnent la garantie que l'argent vient du système bancaire. Donc le système bancaire regarde la qualité, alors que l'argent qui vient directement du Trésor, il y a une certaine autre façon de regarder ça en termes de portefeuille régalien de l'État. Deuxième chose qui est très importante, c'est donc la solidité des infrastructures qui doivent permettre de rembourser les infrastructures. Donc il y a une relation entre les études qui sont faites et la solidité des infrastructures. Ensuite, vous avez le rôle du secteur privé en termes de durabilité et de social. Je peux vous donner aussi un exemple, par exemple, aux jardins publics. Les jardins publics, allez-y rapidement, oui. Les jardins publics, par exemple, sont dans des systèmes de ce genre-là, confiés à de petites entreprises locales qui permettent d'entretenir ces jardins publics et qui gèrent et qui fait que donc lorsque même il y a une seule fleur qui est fanée, il y a un responsable. Bon, donc c'est ce genre de truc. L'autre exemple, c'est la culture et le tourisme. Est-ce que vous voyez le rôle important du secteur privé dans le tourisme, qui n'est plus seulement l'apanage de l'État, mais une combinaison entre l'État. Et donc pour conclure, on est dans une atmosphère où le libéralisme économique
liées au social, puisqu'il y a un lien entre le social et l'économie pour que le social demeure durable. De votre développement, on constate que le capital humain est très important pour la croissance économique et les femmes faisant 51% doivent quand même prendre part à cette croissance économique. Alors, quel lien on peut faire entre femmes et croissance économique? Merci. Les femmes, comme vous le dites, constituent une ressource humaine exceptionnellement importante pour l'économie. Tout à fait. Déjà, parce que les femmes sont engagées dans 3 rôles. Le rôle productif, en tant qu'agent économique du pays, oui. Le rôle reproductif, en tant que perpétuation de l'espèce, de la famille, etc., etc., et le rôle de gouvernance en termes de participation aux décisions de la cité, que ce soit au niveau de la communauté ou au niveau de l'État. Et à ces 3 niveaux, la femme a une influence importante en termes du devenir de la nation. Pour parler du rôle reproductif, vous savez que la santé, l'éducation des enfants, le bien-être de la famille, qui constitue le grenier d'où sortent les agents économiques, que ce soit hommes ou femmes, qui vont aller dans l'éducation, le système éducatif pour faire bouger l'État ou le pays d'une manière générale, sont couverts par les femmes. Et donc c'est pour ça que, comme vous le dites, la femme a un rôle très important dans le développement de l'économie nationale. Comment amener les femmes à comprendre leur rôle dans ce que vous venez d'expliquer tout à l'heure? Bon, les femmes comprennent leur rôle. Les femmes comprennent leur rôle. La difficulté principale, c'est que les femmes ont des difficultés à exercer leur rôle. Lorsque vous demandez à une baleine de grimper sur un arbre et que la baleine n'arrive pas à grimper sur l'arbre, il est difficile de conclure que la baleine n'est pas capable. C'est comme ça qu'on juge les capacités des femmes. On met en place des systèmes qui répondent beaucoup plus aux aptitudes des hommes et on demande aux femmes de compétir. Et donc c'est pour ça que les entreprises dirigées par des femmes ont des difficultés extraordinaires à émerger par rapport aux entreprises dirigées par des femmes. À cause justement, entre autres, des conditions de la fonction reproductive dont je parlais plus tôt. Lorsque un enfant est malade, lorsque on doit s'occuper que les enfants ont fait leurs devoirs à la maison, etc., etc., même si vous avez un homme qui est chef d'entreprise et sa femme qui est aussi chef d'entreprise, l'autre doit fermer son entreprise plus tôt et rentrer pour poursuivre les tâches reproductives, alors que l'autre, de par la société, est exempt de ses obligations. Dans la plupart des cas, je ne dis pas que tous les hommes sont dans cette situation, mais dans la plupart des cas, il est exempté de ça et les performances de son entreprise sont justement influencées par cette disponibilité. Donc, pour revenir à votre question, oui. Le rôle des femmes est très important. Les femmes ont compris leur rôle, mais ils ont besoin d'un boost de l'État. Et je voudrais faire un petit nota bene ici. Chaque fois que je dis l'État, il ne faudrait pas confondre avec le gouvernement, n'est-ce pas? Parce que l'État est formé de toutes les institutions de la République, oui. Forment l'État. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'implication des femmes qui est quand même difficile à cause de l'environnement. Mais est-ce que malgré cet environnement difficile, les femmes arrivent quand même à influencer? Les femmes arrivent à influencer. Mais le niveau de cette influence n'est pas encore au niveau désirable. Pourquoi? Je prends quelques exemples. Prenez les femmes, par exemple, dans l'administration publique. Il y a moins de 20% de femmes au niveau des cadres supérieurs dans l'administration publique, malgré que les femmes font 52% de la population. Est-ce que vous voyez? Vous regardez par exemple au niveau de l'entreprise, moins de 3% de femmes possèdent les terres sur lesquelles elles travaillent. Est-ce que vous voyez? Donc, cette difficulté d'accéder aux opportunités empêche la femme de jouer son potentiel. Les femmes au Bénin sont agglutinées dans 2 secteurs, le secteur informel et le secteur rural. Et ce sont 2 secteurs qui ont des productivités les plus faibles dans l'économie nationale. Donc les femmes sont empêchées. Et pour vous démontrer la capacité des femmes, allez seulement regarder dans les universités. Les femmes sont les plus performantes du point de vue de l'enseignement, des notes en classe, etc., etc. Elles passent le portail de l'université et elles n'ont plus de travail. Donc il y a quelque chose dans la société qui empêche la femme de mettre en œuvre son potentiel, de développer son potentiel. Mais dans certains pays en Afrique, les choses se sont quand même améliorées. Lorsque vous prenez le Rwanda, il y a 64% de femmes à l'Assemblée nationale. Lorsque vous prenez, et ça, c'est des chiffres qui n'existent nulle part dans le monde. Lorsque vous prenez l'Afrique du Sud, on est à la lisière de 50% de femmes à l'Assemblée nationale.
Pourquoi les choses se sont améliorées dans ces pays-là et quel est le problème qui se pose dans les autres pays, comme le Bénin par exemple? Je vous remercie. Vous avez dû constater que l'Assemblée nationale au Bénin récemment a fait beaucoup de réflexions sur la représentativité des femmes dans les instances de décision. Je rappelle qu'elle doit faire à peu près 6 ou 8. C'est exact, ça fait dans les 8%. Et le plus fort que le Bénin a fait dans le passé, c'est dans les 9%, je crois que c'était en 2011. Donc, il y a une difficulté importante. Les pays que vous avez cités ont des dispositions légales qui obligent les systèmes partisans à inclure les femmes. Par exemple, le Rwanda a un quota, le Sénégal a un quota, l'Afrique du Sud a des dispositions légales pour favoriser l'implication des femmes. Donc, il y a, et c'est ça ce qu'on appelle le leadership. Le leadership n'est pas derrière le peuple. Toujours, le leadership, des fois, est devant le peuple. Puisqu'on est élu, on est désigné pour montrer la voie au peuple. Donc, à partir de ce moment-là, il est de la responsabilité des gens de dire notre communauté est en train de perdre énormément du fait du positionnement que nous avons donné aux femmes. Si d'autres pays compétissent dans la sphère internationale avec la totalité de leur population et que nous sommes dans cette sphère en compétissant avec la moitié de notre population, il y va directement de notre intérêt. Lorsque l'on parle de femmes, il y a quelques années, c'était seulement le ministre de l'Affaires sociales, le ministre du genre qui était intéressé. Maintenant, la femme devient une question de la Banque mondiale, une question du ministre des Finances, une question du ministre du Plan, du ministre du Développement, du ministre de l'Économie. Pourquoi? Parce qu'ils ont perçu l'importance de la femme dans la sphère économique, même dans l'accès aux ressources internationales. Pour avoir des finances au niveau international, vous allez vous adresser au Club de Londres. Et le Club de Londres qui est formé des prêteurs privés, où vous avez une masse d'argent importante, ils ne prêtent qu'à des pays qui ont un PIB respectable. Et ce PIB sera boosté lorsque les femmes auraient une implication importante dans l'économie nationale. Et donc c'est ça. Ensuite, vous descendez au Club de Paris ou au Club de Rome, lorsque vous êtes vraiment livré à des PIB très très bas et vous avez seulement besoin de céréales et pas vraiment de ressources importantes pour développer votre économie. Vous qui êtes béninois et qui travaillez avec votre ONG ENAFA, est-ce que vous avez l'impression que les femmes béninoises sont prêtes? Est-ce qu'aujourd'hui, si on décide de disposer des dispositions légales pour pouvoir booster les femmes à être plus représentées, est-ce qu'elles-mêmes sont prêtes? D'abord, il convient très honnêtement de rendre hommage aux femmes béninoises. Le dispositif législatif du Bénin a connu une avancée importante. Le Code de la famille du Bénin, par exemple, qui est un instrument qu'on croit pour les femmes, mais qui est un instrument pour la famille, pour la société d'une manière générale. Alors, ce code a permis beaucoup d'avancées. Et donc, les femmes sont aujourd'hui un peu plus en avance que ce qu'elles étaient il y a quelques années. Mais il reste énormément à faire. Et ce travail à faire n'est pas seulement un travail législatif. C'est aussi un travail d'investissement. Justement, avançons dans les conditions, parce que vous avez décrit un entretien difficile pour les femmes maintenant. Avançons dans les conditions, donnez-nous les conditions minimales qui puissent permettre à la femme de s'épanouir et de participer réellement à un décollage économique du Bénin. Premièrement, il y a une question de santé. Accès à la santé. Assurance. Lorsque la femme, ses enfants sont assurés du point de vue de la santé, il y a une évolution. Deuxièmement, l'éducation. Aujourd'hui, nous avons un taux d'éducation assez intéressant au niveau du primaire en termes d'enrôlement, mais en termes de complétion, de compléter le cours primaire ou de finir le cours primaire, on descend rapidement de 116% de femmes de filles qui sont enrôlées à l'école. Au niveau du CM2, on descend à 50%. Le gap est quand même grand. Hein, le gap est quand on a une déperdition de près de 50%. Est-ce que vous voyez? Donc, vous avez cette histoire de santé. Ensuite, vous avez la gouvernance, les conditions minimales. Il faut que les femmes participent aux prises de décision. On dit qu'on ne peut pas coiffer quelqu'un en son absence. Il faut forcément que la personne soit là. Donc, ça veut dire que les femmes doivent pouvoir participer au processus de prise de décision. C'est pour ça qu'on parle du concept de dividende démographique. Donc, ce concept de dividende démographique qui dit la femme qui est au cœur de la société
doit pouvoir nous permettre de réaliser le dividende économique, contrôle des naissances, contrôle de la démographie par rapport au truc. Maintenant, du point de vue du business, puisque c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de croissance, la femme intervient de deux manières. Premièrement, en tant qu'employée. Il faut pouvoir accompagner la femme en tant qu'employée. Quelles sont les conditions qui doivent être remplies? Le Code du travail prévoit une bonne partie de ces conditions-là. Les femmes qui doivent quitter leur travail parce qu'elles doivent s'occuper de leurs enfants. Les femmes qui doivent pouvoir rentrer à la maison, faire un certain nombre de choses. Quelles sont les conditions qu'on leur apporte pour leur permettre de faire ça? Ensuite, au sein de l'emploi de l'entreprise, quelles sont les responsabilités qui sont confiées à la femme? Est-ce que c'est en tant que caissière au niveau de l'entreprise? C'est ce qu'on a l'habitude de voir. Ou bien est-ce que c'est des femmes qui participent au processus de prise de décision à l'entreprise, c'est-à-dire même au conseil d'administration, etc. Ensuite, vous quittez, vous allez de l'autre côté, vous avez la femme en tant qu'entrepreneur. La femme en tant qu'entrepreneur, quels sont ses besoins? Premièrement, comprendre l'environnement de l'entreprise au Bénin. Quelles sont les lois? Qui leur est parfois hostile, l'environnement. Qui leur est parfois hostile. Aujourd'hui, les femmes payent plus d'impôts que les hommes. Ah oui, pourquoi? Oui, parce qu'il y a des conditions qui permettent, lorsque par exemple les enfants sont mis du côté de l'homme, alors qu'avec chaque enfant, on diminue l'impôt que la personne paye. Et la femme est mariée sans enfant, même si elle a 5 enfants. Bon, donc, de ce point de vue, l'homme qui est marié avec 5 enfants, l'impôt qu'il paye sur son salaire est diminué. Alors que la femme ne. Donc, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on partage les enfants, vous gardez 3 sur votre fiche de paye et je garde 3 sur ma fiche de paye, ou bien c'est le chef de famille qui garde. Donc, bien qu'il y ait des évolutions du point de vue législatif, l'application de ces dispositions n'est pas encore à hauteur de souhait. Bon, donc, en dehors donc, de ça, vous avez les financements. Quelle est la capacité d'accès des femmes au financement? Lorsqu'on parle de femmes et de business, la seule chose qui vient dans la tête des gens, c'est les microfinances. Alors, les femmes disent, si nous ne sommes pas des micro-citoyennes, pourquoi est-ce que toutes les fois, ce sont des microfinances qu'on nous amène? Bon, troisièmement, vous avez la technologie, la capacité d'accéder à la technologie. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des 3% de possession de terre par les femmes. La richesse aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, n'est pas déterminée par la possession forcément de la terre. Bien que dans le domaine rural, c'est toujours important d'avoir accès à la terre, mais c'est surtout accès à la technologie appropriée. Quatrièmement, accès au marché. Vous avez des pays dans lesquels les marchés publics, par la loi, sont fixés à un certain montant pour les femmes. Au Kenya, c'est 15%. L'État a l'obligation de donner 15% des marchés publics aux femmes ou aux entreprises possédées par des femmes. C'est des avancées quand même. C'est des avancées notoires qui prennent en compte le fait que l'approche féminine du business est une approche différente. Les femmes ont un business social. Le revenu des femmes qui est tiré du business a une utilisation sociale à domicile. Bon, donc, si on veut développer le capital humain qui émerge de la famille, il faudrait donner des moyens à la personne de la famille qui a une orientation sociale dans les dépenses familiales. Et donc, à partir de ce moment-là, on a des avancées beaucoup plus rapides. L'enfant qui va à l'école va avoir un cerveau développé, il aura une nutrition, parce que c'est aussi ça l'intelligence, de pouvoir donner, ce n'est pas seulement le maïs est disponible, la nourriture est disponible, la façon dont la nourriture est préparée, ça dépend de comment la femme a été éduquée. Bon, donc, on a, comme vous allez le percevoir donc, une relation étroite entre le rôle reproductif de la femme à la maison et le rôle productif qu'elle joue dans la société pour pouvoir booster l'économie nationale. Pour jouer ce rôle productif plutôt dans la société, il faut bien qu'elle ait un emploi. Est-ce qu'il y a des opportunités aujourd'hui qui permettent l'employabilité des femmes? C'est intéressant que vous posiez cette question parce que vous allez voir, d'après les informations que nous avons en tant que spécialistes, que les 3 prochaines années au Bénin seront des années d'agitation économique importante. Ah, pourquoi? Vu les projections d'investissement et d'infrastructures que le pays entend mettre en branle et que le secteur privé va être mis au premier plan dans cette activité, ça veut dire qu'il y aura des opportunités extraordinaires de sous-traitance
pour les entreprises de petite taille. Même si ce sont les grosses entreprises qui, pour des questions de qualité, sont mises en avant pour faire un certain nombre de choses, les entreprises de petite taille qui vont rentrer en sous-traitance avec ces entreprises, combien d'entre elles seront des entreprises de femmes? Combien d'entre elles seront des entreprises d'hommes? Et donc, c'est tout de suite qu'il faut justement que les dispositions soient prises par ces entreprises. Parce que ce que l'État peut faire a des limites. Il faut que lorsque l'État l'amène jusqu'à un certain niveau, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'État décentralisé au niveau local, lorsque ces États, ces différentes branches de l'État mettent en branle un certain nombre de processus, il faut que les femmes aient les capacités, en termes d'information d'abord, oui. Ensuite en termes de capacités techniques, ensuite en termes d'organisation entrepreneuriale, pour pouvoir se mettre en contact avec les entreprises qui ont gagné ces marchés et qui vont, comme je l'ai dit, j'utilise le mot agitation et économique, parce que les masses d'investissement dans l'économie que nous sommes en train d'anticiper, nous ne sommes pas au gouvernement, c'est une masse inédite. Et à partir de ce moment-là, comment est-ce que chacun se positionne en tant qu'entreprise ou petite et moyenne entreprise pour pouvoir tirer le maximum de ça? Et encore une fois, on ne souhaiterait pas que les femmes perdent, parce que cette masse de revenus, lorsqu'elle tombe entre les mains des femmes, serait à utiliser de façon à développer le capital humain. On a parlé tout à l'heure des avancées au niveau de l'Afrique. Nous allons aussi parler, puisque les femmes ne peuvent rien faire sans les hommes, on va parler du rapport femmes-hommes, on va parler de genre. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui du progrès qu'on observe au niveau de l'Afrique par rapport à l'approche genre? Alors, je vais voir 3 secteurs. Le secteur social, le secteur économique et le secteur politique. Dans le secteur social, les femmes continuent d'être victimes des pesanteurs de la tradition. Et il y a beaucoup dans la mentalité. Et je dois être honnête de dire que même les femmes sont partiellement responsables de la perpétuation de cette mentalité. Et je ne parle pas de façon seulement spécifique au Bénin, ni même à l'Afrique, mais d'une manière générale. Il y a une étude en Suisse qui a par exemple montré que lorsque une offre d'emploi est donnée et qu'elle présente 10 critères, les hommes déposent leur dossier dès qu'ils sont capables de faire 3 des 10 critères. Alors que les femmes, il faut qu'elles aient 7 ou 8 des 10 critères avant d'avoir le courage de déposer leur dossier. Ça veut dire qu'il y a une certaine, on peut dire aussi qu'il y a une certaine irresponsabilité de la personne qui a 3 critères sur 10 et qui dépose son dossier. Mais il faut aussi dire que... c'est peut-être une question de suivi. Il faut dire aussi qu'il y a un certain manque de confiance de la part de la personne qui n'attend d'avoir 7 sur 10 avant de pouvoir. Et donc ça, c'est au niveau du domaine social. Lorsque vous allez au niveau du domaine... Nous n'avons plus assez de temps, donc on ira rapidement. Voilà. Au niveau du domaine économique, on en a déjà assez discuté. Tout à fait, oui. Et au niveau du domaine politique aussi, ou de la représentation, on en a discuté en termes de législation, etc. Oui, vous avez participé à une émission, je crois, en novembre 2017 sur Mikado FM, c'est une radio du Mali, où vous affirmez que la violence faite aux femmes est une distraction. En effet. En effet. Jusque-là, je me demande comment est-ce que vous avez l'information. Je veux bien comprendre ce que vous êtes en train de dire, parce que dans votre développement sur la radio, vous avez dit que c'est une distraction parce que ça ne permet pas, ça ne permet pas d'avancer sur les autres questions qui permettent à la femme de s'épanouir, et ça traîne lorsqu'on commence à parler de violences faites aux femmes. Effectivement. Lorsque vous êtes en train de faire un marathon et qu'on est prêt à lancer le départ pour le marathon et que quelqu'un a oublié sa chaussure derrière, pendant que les gens démarrent et qu'il doit aller chercher sa chaussure, c'est ce que j'appelle une distraction. Donc, lorsqu'on est en train de parler de croissance économique, on est en train de parler de développement, et que l'État doit gaspiller des ressources pour aller s'occuper des hommes qui ont battu leurs femmes, qui ont déchiqueté leurs femmes, qui ont tué leurs femmes, on constate que c'est-à-dire que ça n'a même pas une raison d'être. Donc, effectivement, l'énergie des femmes, l'énergie de l'État est distraite dans ce genre de trucs. Lorsqu'une femme est dans une entreprise, si vous voyez le pourcentage de son cerveau qui est développé pour pouvoir échapper au harcèlement sexuel, lorsque vous voyez le pourcentage de son cerveau qui est utilisé pour se protéger, donc il y a beaucoup de distractions dans la vie de la femme. Aujourd'hui, une femme sur 3 subit une ou l'autre forme de violence faite aux femmes de la part des hommes.
Merci, Massimo Ruinato. Merci pour cet entretien. L'entretien a pris fin comme ça. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Nous avons discuté avec Massimo Ruinato. Je rappelle qu'il est sociologue économiste, représentant résident ONU Femmes Mali, en partance pour l'Ouganda. Je précise, il est aussi président de l'ONG ENAFA au Bénin. Avec lui, nous avons discuté femmes et croissance économique. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous pour la prochaine fois.